Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur l'histoire de l'énergie hydraulique. C'est la première vidéo d'un duo de vidéos sur l'histoire de l'énergie hydraulique, avec deux premières vidéos donc, sur l'énergie hydraulique avant l'hydroélectricité et la seconde sur le développement de l'hydroélectricité, du coup de ses débuts à la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc deux parties voilà, qui sont liées au fait que comme je travaille au barrage de Bord-les-Orgues comme guide, j'ai pas mal étudié quand même le sujet de cette histoire de l'énergie hydraulique, notamment l'hydroélectricité, mais je me suis aussi intéressé aux prémices, donc j'ai décidé d'en profiter pour faire des vidéos. Et si vous voulez visiter ce barrage, je vous mets en description le lien de Tourisme de Corrèze, qui est l'organisme qui gère ces visites, afin que vous ayez toutes les informations à ce sujet. Et du coup, on se retrouve dans cette vidéo, et prochainement, dans les prochaines semaines, la seconde vidéo. Ainsi, dès l'Antiquité, l'énergie de l'eau commença à être utilisée. Avant même l'existence du moulin à vent, on avait du coup le moulin à eau. Il y a eu donc différentes manières d'utiliser l'énergie de l'eau. Le premier, globalement, ça a été le transport fluvial, utiliser le courant des cours d'eau pour transporter hommes, marchandises, animaux, etc. C'était notamment le cas utilisé pour du bois ou du métal. Et par exemple, en France, enfin, à l'époque, ce n'était pas la France, mais dans le territoire de l'actuelle France, le Rhône était un axe commercial important. Et ça a été le cas aussi du coup pour l'Empire romain qui utilisait beaucoup le Rhône du coup comme axe commercial. Mais l'eau pouvait également servir à actionner des machines. La plus ancienne machine hydraulique connue est le chadouf, datant de 2500 avant Jésus-Christ. C'est un levier à contrepoids qui permet de plonger et de relever un seau dans un puits. Et l'usage le plus connu, c'était le moulin à eau, du coup actionné là aussi par le mouvement de l'eau. On ne sait pas exactement depuis quand ceci existe. Les premiers semblent avoir été utilisés au IIIe siècle avant notre ère, en Méditerranée orientale. Des machines servant à l'irrigation pouvaient également être animées par le courant de l'eau dans la même région. Et la première mention écrite attestée d'un moulin à eau, qu'on a notamment dans les textes romains, est faite vers -25 en faisant référence à un moulin à eau qui se trouvait dans le palais de Mithridate, qui est un souverain en Anatolie qui était alors un ennemi de Rome. Et donc il fait construire ce palais vers -60 à Kabir. Et donc on relève alors qu'un moulin à eau est installé dans ce palais. Et donc le fait qu'il soit relevé par l'auteur semble quand même indiquer que c'est une présence qui est quelque chose d'assez remarquable. Et donc c'est quelque chose qui donc probablement demeure rare et ne devait pas encore être utilisé dans le monde romain. Un peu plus tard, Vitruve décrit un moulin à eau vertical, puis Pline signale des moulins sur les rivières italiennes. Le moulin à eau alors semble être arrivé à Rome. Cependant, il y a un débat sur son développement dans le monde romain. Pendant longtemps, on a pensé qu'ils étaient très rares et que, notamment parce qu'on avait l'esclavage, le remplacement de la force humaine par le moulin à eau aurait été peu utile dans l'Empire romain et donc aurait fortement limité son développement. Cependant, des découvertes plus récentes ont progressivement remis cette idée en question, montrant qu'il y avait plus de moulins à eau à l'époque qu'on en a longtemps pensé. Et donc il est possible que même si encore aujourd'hui on pense que le développement est resté limité, et que l'esclavage a joué un rôle là-dedans, c'est possible qu'on sous-estime quand même encore l'importance du développement des moulins à eau dans l'Empire romain. Et donc voilà, c'est une idée qui n'est pas un consensus du coup au sein des historiens. Mais je n'entrerai pas plus en détail sur le sujet dans le débat, étant moi-même pas historien spécialiste du sujet, je ne fais que transmettre ce que j'ai pu lire de leurs travaux. Bon, quoi qu'il en soit, quand même, on a une augmentation du nombre de moulins à eau dans l'Empire romain au fil du temps. On sait que la capitale romaine va ainsi s'équiper de plusieurs moulins au IIIe siècle de notre ère, lorsque les distributions de blé furent transformées en distributions de pain, ce qui augmente et centralise la fabrication de cette ressource, conduisant ainsi l'Empire à s'équiper pour répondre à ce nouveau besoin. On sait également qu'Athènes va être équipée de moulins à eau durant la période romaine, et on sait aussi que l'irrigation hydraulique va aussi se répandre dans l'Empire durant la même période. On a ainsi plusieurs traces archéologiques de ces équipements, ainsi que plusieurs textes y faisant référence, et nous savons aussi que les moulins à eau romains pouvaient être alimentés par les aqueducs, l'eau qui alimentait la ville, qui se déplaçait ainsi avec la pente, pouvant aussi actionner une roue au passage. En ce qui concerne les moulins, plusieurs catégories pouvaient exister. Il y avait des petits moulins individuels, mais également de vastes ensembles plus, entre guillemets, industriels. Par exemple, la meunerie de Barbégale, qui date de l'époque de Trajan, Adrien, globalement au début du second siècle de notre ère, et qui était justement alimentée par un aqueduc, et était composée d'un ensemble assez important de moulins à eau. Plusieurs autres exemples peuvent être cités, notamment dans la partie orientale de l'Empire. Un texte alexandrin du IIIe siècle avant Jésus-Christ fait également peut-être mention d'une machine d'irrigation alimentée par l'énergie de l'eau,
Donc là, on remonte plus ancien, mais du coup en dehors de l'époque du monde romain. Cependant, pour ce texte, nous ne disposons que d'une traduction réalisée au Moyen-Âge arabe, ayant pu moderniser le texte, car l'usage de telles machines est alors très fréquent dans le monde arabe. On sait également que la Chine, au début de notre ère, utilisait les moulins à eau, ce qui fait que les deux principaux empires de l'époque utilisent l'énergie hydraulique, même et sans contact entre eux. Parce que bon, certes, Rome et la Chine se connaissaient, mais les contacts étaient très diffus et ils ne se sont pas transmis, c'est la technologie du moulin à eau. Nous savons aussi que les Chinois ont développé plusieurs usages de l'énergie hydraulique, qui pouvaient ainsi actionner des pylons, qui se développent au 3e et 4e siècle de notre ère, des soufflets de forge également, qui semblent également s'être répandus à travers l'empire chinois au 5e siècle, avec une industrie sidérurgique chinoise qui prend de plus en plus d'importance. On a du coup des usages aussi plus variés qui sont cités dans les sources, mouvoir des lunettes astronomiques, des ventilateurs, etc. Donc on voit que l'énergie hydraulique devient quelque chose de couramment utilisé pour différents buts. On arrive ensuite au Moyen-Âge, on revient en Europe, et alors le nombre de moulins à eau augmente fortement. On sait qu'ils arrivent en Irlande au 6e, 7e siècle, en Germanie non-romaine au 8e siècle, et entre le 10e et le 13e siècle, ils sont communs dans l'ensemble de l'Europe, achevant leur développement. Cela fut notamment permis par le recul de l'esclavage entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, rendant plus nécessaire la nécessité de remplacer une partie de la main-d'œuvre, et on a également, dans le même temps, une augmentation de la population urbaine et l'expansion des cultures céréalières, donc le besoin de force, d'énergie mécanique ou animale pour réaliser la transformation au pain augmente. C'est également les monastères qui se multiplient, qui vont contribuer à ce développement, puisqu'ils sont souvent équipés de moulins à eau. Et comme les monastères parfois de coup s'installent dans de nouvelles régions, ils vont diffuser le moulin à eau. En revanche, les moulins liés aux aqueducs ont tendance à disparaître, et donc ils doivent se contenter maintenant, les moulins à eau, plutôt simplement du courant d'eau, et des conflits peuvent d'ailleurs avoir lieu sur certains cours d'eau avec la multiplication des moulins dont le fonctionnement perturbe le début au niveau du moulin suivant, notamment lorsqu'on utilise des déviations des cours d'eau pour alimenter ces moulins. Alors, notre connaissance de ces moulins reste partielle pour la plupart des cas. Cependant, on a un recensement des moulins d'Angleterre réalisé en 1086, lorsque Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre. Il réalise un inventaire des biens du pays et il recense alors 5642 moulins à eau. Et d'après les historiens, le nombre serait probablement autour des 6000, puisque certains n'auraient pas été recensés. Il y a toujours quelques manques. Et à la fin du XIIIe siècle, le nombre de moulins à eau en France est estimé autour des 100 000. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ce développement s'accompagne également d'innovations techniques. N'oublions pas que le Moyen-Âge est une période d'innovation technologique, contrairement à l'image qu'on peut en avoir couramment, d'obscurantisme. Au contraire, on innove au Moyen-Âge. On a des améliorations dans la conception des roues, de la transmission d'énergie, l'amplification de la vitesse du mouvement, ou encore de nouveaux usages du moulin à eau. On sait au moins depuis le 6e siècle qu'on l'utilise pour du sciage, on peut l'utiliser pour le battage de laine, du pompage d'eau dans les mines, on a des moulins à tannes qui permettent de broyer des écorces de chêne afin de récupérer une substance servant aux tanneries. Et d'ailleurs, il y avait une tannerie à Bord-les-Orgues aussi, là où se trouve le barrage de Bord-les-Orgues où je suis guide. Cependant, l'usage pour moudre le blé demeure le plus répandu. On a également des échanges techniques qui ont pu avoir lieu entre les mondes chrétiens et musulmans, où les moulins à eau sont très répandus. Durant le Moyen-Âge, les moulins à eau restent quand même, du coup, la plupart du temps, propriété du seigneur ou d'un monastère. Ils sont rarement la propriété des paysans. Donc on a notamment ce qu'on appelle le moulin banal. Les blés récoltés dans un certain périmètre du moulin doivent y être amenés et moulus contre redevance. C'est le droit de banalité. Cependant, par la suite, après le XIIIe siècle, l'usage se stabilise, notamment parce qu'on a une période aussi de baisse de la population, avec la peste noire qui provoque un recul d'un tiers de la population entre 1340 et 1440, donc forcément les besoins diminuent, donc ils se développent moins. Cependant, ils vont après reprendre avec l'époque moderne et puis les premières étapes de l'industrialisation, un nouvel essor des moulins à eau. Et à la Révolution française, la vente des biens de l'Église et des nobles permet aux meuniers assez aisés de racheter leurs moulins à l'État. Et on a des paysans au cours du 19e siècle qui vont construire leurs propres moulins, notamment au niveau des hameaux, voire simplement pour une famille, ce qui leur permet d'obtenir une certaine autonomie à ce niveau-là. Cependant, l'usage des moulins à eau va quand même reculer durant le 19e siècle, quand on a progressivement le remplacement par la machine à vapeur, avant que l'eau ne puisse être utilisée pour produire une nouvelle forme d'énergie, l'électricité, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais cependant, malgré ce recul, l'usage du moulin à eau n'a jamais disparu de notre société et à travers le monde. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, vous avez appris des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à venir visiter le musée du barrage de Bord-les-Orgues, où je suis guide, et je me ferai plaisir de vous y accueillir.
Au revoir tout le monde.